Fidèles téléspectateurs, bonjour. C'est avec une grande joie que je vous retrouve encore aujourd'hui pour parler d'un autre sujet encore sur l'emploi. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu particulier. Nous parlerons aujourd'hui de l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Est-ce une réalité au Mali? À cet effet, nous recevons sur le plateau de Mag Emploi M. Nyangado Sekou Sala, qui est consultant RH, et Mme Koulibaly Dadji, qui est DRH de l'Agence nationale d'assistance médicale. Bonjour, chers invités. Bonjour madame. Bonjour madame Dadji. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Ok, merci. Okay. Sans plus tarder, nous entamons directement la discussion avec notre invité, M. Nyangado. Monsieur Nyangado, Oui, ça madame. fait la deuxième fois que nous vous recevons sur le plateau de Mag Emploi. C'est toujours avec une grande joie que nous vous recevons. Tout à fait. Merci. C'est pareil pour moi aussi. D'accord. Donc avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Déjà, on va essayer de voir si ça existe au Mali et comment est-ce qu'il faut remédier à cela. Voilà. Donc déjà, est-ce qu'on peut vous présenter déjà pour les téléspectateurs peut-être qui ne vous connaissent pas? C'est vrai que ça fait la deuxième fois, mais comme on le dit, tout à fait, tout à fait. Vous vous présenter. D'accord. Vous avez Nyangado Sekou Sala. Je suis juriste spécialisé en gestion des ressources humaines. J'ai commencé mon périple professionnel à SOS Village des Enfants de 2012 à 2017. Ensuite, j'ai créé un cabinet de conseil en ressources humaines du nom d'Alizé RH où j'étais directeur associé. Ensuite, j'ai travaillé de 2017 à 2018 au comité international de la Croix-Rouge comme chargé de formation et de la communication interne. Et depuis une année déjà, je suis à la coopération luxembourgeoise pour le développement, l'agence luxembourgeoise pour le développement l'IXDEV comme responsable des ressources humaines. Et pendant mes heures libres, je suis aussi enseignant. Je dispense des cours notamment à ISTAG. J'ai eu à les faire, n'est-ce pas, à l'ISPRIC, BASO, IM, ESC, ITP, pour ne citer que ces Bon, vous êtes en train de faire un peu la publicité de ces ces écoles-là, même bon. D'accord, ça fait partie. D'accord, vous avez fini avec votre présentation? Tout à fait. Ok, d'accord. Donc, avant même de parler du sujet qui nous réunit aujourd'hui sur le plateau, on voudrait savoir déjà, c'est quoi pour vous l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel? L'égalité, c'est la parité, c'est l'égalité de traitement en termes de formation, en termes d'accès à l'emploi, en termes de rémunération, en termes de promotion entre hommes et femmes. D'accord. Donc, vous allez parler de la rémunération tout à l'heure. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes? Il faut reconnaître qu'au Mali, il n'y a pas une inégalité du point de vue juridique. Tous les textes au Mali sont en faveur de l'égalité hommes et femmes, à commencer par l'article L95 du Code du travail, qui dit à condition égale de travail, des qualifications et des rendements, la rémunération, c'est le salaire est égal pour tous les travailleurs. Et notre Constitution, en son article 2, dit que tous les Maliens naissent et demeurent égaux en droit et en devoir. N'est-ce pas? Toute discrimination fondée sur l'origine, la race, le sexe est prohibée. Et la Convention numéro 100 de l'Organisation internationale du travail prône aussi ces principes sacro-saints de travail égal, salaire égal. Donc, du point de vue juridique, il n'y a pas d'inégalité entre hommes et femmes. Cependant, il y a une inégalité subie. Les femmes subissent des inégalités compte tenu de certains stéréotypes. Dès la petite enfance, c'est le garçon qui est mieux encadré à l'école que la fille. Et vous retrouvez aussi les femmes surpeuplées dans des secteurs qui rapportent peu. À l'hôpital, elles sont lavandières, elles sont matrones, elles sont sages-femmes. À l'école, elles sont monitrices et enseignantes du premier cycle. Vous voyez, dans les services, elles sont agents de nettoyage, standardistes, secrétaires. Elles sont rarement au sommet de la hiérarchie. Okay. Et voilà pourquoi elles gagnent moins que les hommes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne travaillent pas autant ou plus que les hommes. Ok, d'accord. Mais quelles peuvent être réellement les conséquences de cette inégalité? Parce que, comme vous avez dit, c'est vrai que juridiquement, ça n'existe pas au Mali. Tout à fait. Mais il y a certaines pratiques, peut-être il y a certains employeurs qui le font, peut-être qui ne suivent pas forcément les lois. Quelles sont les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences de ces inégalités sur les femmes? Ces conséquences sont énormes, et sur les femmes, et sur la nation, et sur l'économie. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de comportements déviants de la part de nos sœurs. Ces comportements sont dus à leur faire de revenus. Parce que quelqu'un qui n'a pas de revenus
peut s'adonner à beaucoup de pratiques. Il y a des conséquences sur le couple, parce que si c'est l'homme qui supporte tout, en fin de compte, il en a marre, ça crée des tensions. Et vous savez, les femmes, nos sœurs, elles sont coûteuses au Mali avec leurs cérémonies sociales. Donc, si elles travaillaient, ça allait un peu diminuer ces problèmes-là. La conséquence aussi est sur même le développement des enfants. Parce qu'on sait que les enfants sont plus à l'aise quand leurs mamans ont de l'argent. Et comme le disent les Anglais, n'est-ce pas, happy parents make happy children. Ce sont des parents heureux qui font des enfants heureux, et les femmes heureuses font des enfants heureux. C'est ça. Ouais. Ok. Mais est-ce que vous savez s'il existe au Mali des structures qui sont en charge de réduire ces inégalités salariales? Il y en a plein. Il y a tout un chapelet de structures. Toutes les organisations féminines ont pour objectif de faire cela. Et notamment, quand même, on peut citer l'UNIFEM, qui travaille beaucoup, et les bureaux internationaux du travail aussi, qui travaillent sur les thématiques genre. Sinon, toutes les organisations féminines le font. Toutes les organisations féminines. Et où est-ce que les femmes, par exemple, qui vivent cela, peut-être que c'est la plupart du temps, peut-être que les femmes qui vivent cela, ce n'est pas des femmes qui ont des niveaux de, comment on dit ça, plutôt des niveaux professionnels élevés. Peut-être ce sont des femmes, comme vous avez parlé, des femmes qui travaillent peut-être dans les petites structures, des trucs comme ça, qui ont des niveaux un peu plus bas. Comment elles savent qu'il y a des structures qui peuvent les aider à dénoncer soit ces inégalités ou bien à les aider à résoudre ce problème? Bon, je vous ai dit que ces inégalités sont cachées, elles ne sont pas apparentes, donc c'est difficile pour ces femmes-là d'aller dans ce sens. Mais les organisations les démarchent, les organisations féminines démarchent les femmes, il y a des émissions à la télé, dans les langues locales, et les femmes savent aujourd'hui où trouver l'information. Mais comme je vous ai dit, ces inégalités sont diluées, elles ne sont pas très apparentes, donc ce n'est pas facile de les combattre aussitôt. Ok, d'accord. Ok, nous allons passer maintenant au débat du jour. Ok, bonjour encore, Madame Koulibaly. Bonjour, Madame. Ok, je rappelle que pour vous, c'est la première fois sur le plateau de Mag Emploi. Bienvenue encore sur notre plateau. Effectivement, merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus qui est Madame Koulibaly? Ok. Je me nomme Madame Koulibaly, Dadji Koulibaly. J'ai commencé ma carrière en 2004 dans un cabinet d'études et de placement de formation qu'on appelle Synergie Conseil. Et depuis 2011, je travaille à l'Agence nationale d'assistance médicale en qualité de DRH. Et comme M. Nyangadou a eu à le dire, mes temps libres, je les consacre aussi à la dispensation des cours dans certaines universités privées de la place. D'accord. Ouais. Bon, on va taire le nom, on va éviter de faire la publicité. Oh oui, moi je ne ferai pas de publicité. D'accord, merci beaucoup. Donc, on en parlait tout à l'heure avec M. Nyangadou, on parlait des inégalités salariales. Oui. Vu que vous-même, vous êtes une dame avec quand même des responsabilités et tout. Oui. Est-ce que déjà, vous, en tant que femme, vous avez entendu parler des inégalités salariales entre les hommes et les femmes? Oui, le plus souvent les gens en parlent, mais quand on essaie de décortiquer, en réalité, il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes du point de vue salarial. Comme M. Nyangadou a eu à le dire, quand nous regardons les dispositions dans notre pays, il n'y a aucune disposition qui fait cas d'une inégalité de traitement de salaire entre les hommes et les femmes. Et si nous prenons le secteur privé, le secteur parapublic aussi bien que le secteur public qui sont régis par des textes. Si vous prenez par exemple le secteur privé, il y a des conventions sectorielles et les services parapublics, c'est des accords d'établissement et naturellement concernant les fonctionnaires qui sont régis par le Code du travail. Il y a des grilles salariales dans tous ces textes et ces grilles qui sont conçues en fonction des catégories. Et les catégories ne sont déterminées qu'à travers le niveau d'instruction, c'est-à-dire le diplôme de tout un chacun. Donc, sous cet angle, on ne peut pas parler d'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes. Ok, mais et pour les employeurs, par exemple, qui ne respectent pas forcément cette grille salariale-là, qui se disent que peut-être je recrute un homme, je recrute une dame. Bon, peut-être que l'homme, il se dit que l'homme, bon, il a plus de responsabilités parce que la plupart du temps, c'est l'homme qui est le chef de famille, donc on peut comprendre. Et la dame, on dit, bon, elle est appelée à se marier, c'est sûr que son homme va s'occuper d'elle et tout. Est-ce que ces raisons-là ne peuvent pas pousser un employeur à créer ces inégalités salariales? Bon, s'il l'aura fait, c'est qu'il l'a fait de façon illégale. Et s'il le fait de façon illégale, à ce que je sache,
nous avons des structures adaptées pour défendre les droits des travailleurs, notamment l'inspection du travail. Et si ça ne va pas au niveau de l'inspection du travail, on peut les référer au tribunal du travail, au tribunal administratif. Il y a pas mal de voies de recours pour les employés qui ne sont pas mis dans leurs droits. Mais il faut reconnaître aussi que quand on parle d'inégalité de traitement de salaire entre les hommes et les femmes, les gens font une certaine similitude. Et cette similitude, moi, je pense que ça se situe au niveau du travail. Parce que quand on regarde le travail, et la définition même du travail, c'est le travail est la contrepartie. Le salaire, j'allais dire. Le salaire est la contrepartie d'un travail fourni. Donc, à travail égal, et salaire égal. Et un peu plus loin, quand on prend la durée légale même du travail, et hebdomadaire du travail, qui est de 40 heures par semaine. Maintenant, la personne qui aura accompli normalement ces 40 heures de travail en atteignant les objectifs, et la personne qui n'a pas été en mesure d'accomplir ces 40 heures de travail et qui n'a pas pu atteindre ses objectifs et qui n'a pu apporter aucune raison valable pourquoi il n'a pas pu atteindre ses 40 heures de travail et ses objectifs, ne peut pas prétendre avoir les mêmes salaires que celui-là qu'il a accompli. Il en est de même pour le travail à la tâche. Si on prend certaines entreprises de la place qui prônent beaucoup plus le travail à la tâche et qui pensent que c'est plus productible pour eux, un exemple frappant, par exemple une entreprise de confection de pavés, où le coût unitaire de confection d'un pavé est de 20 francs ou bien de 25 francs, si deux employés de sexe opposé travaillent dans cette entreprise et si, par exemple, la bonne dame parvient à faire 400 pavés, l'homme 500 ou bien 600, elle ne peut pas s'en prendre à l'homme en ce moment parce que l'homme aura mieux travaillé qu'elle. Voilà. D'accord. Mais est-ce que vous avez des actions concrètes qui peuvent réduire les inégalités? La question est posée à vous deux, chers invités. Oui. C'est à madame d'abord. Voilà. Ok, moi je pense qu'il y a des actions concrètes qui peuvent réduire cette inégalité de salaire entre les hommes. On n'entend pratiquement pas, vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok, moi je pense que... Vous pouvez revenir s'il vous plaît. Oui, je demandais comment est-ce qu'on peut réduire concrètement les inégalités salariales? Moi, je pense que nous pouvons bel et bien réduire les inégalités salariales entre les deux sexes. Et la première des choses est que nous, les femmes d'abord, il faut qu'on s'assume, quoi. Il faut qu'on s'assume, il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Parce que nous sommes victimes d'un stéréotype depuis la nuit des temps où on pense que l'homme est supérieur à la femme n'a pas le droit de s'exprimer, la femme n'a pas le droit d'exceller, la femme n'est pas compétente. Nous, on fait partie de cette catégorie de femmes qui pensent que nous pouvons bien égaler les hommes, nous pouvons mieux faire qu'eux. Et si on prend le niveau scolaire, très souvent, on dit qu'il y a des élèves intelligentes, pas d'élèves intelligents. Cela voudrait dire quoi? La compétence, elle est féminine, non? Oui. Oui. Mais c'est bien donc, il faudra pas qu'on se leurre, quoi. Oui. Ayons confiance en nous, donnons-nous le meilleur de nous-mêmes, soyons disponibles et soyons aussi ouverts aux critiques constructives afin de se parfaire. Parce qu'il faut reconnaître que le plus souvent, nous les femmes, on est souvent réfractaires par rapport aux critiques. Il faut qu'on s'assume souvent par rapport à ça. Et il faut qu'on pense que notre féminité, c'est un atout pour nous. Ce n'est pas un handicap, comme on a l'habitude de le dire. Derrière tout grand homme,
se trouve une grande dame. Ok, d'accord. Donc pour vous, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes sachent déjà leur importance, les potentialités dont elles disposent pour pouvoir faire face à ces inégalités salariales. Mais la plupart du temps, ce n'est pas aussi la faute des femmes parce qu'il y a les hommes qui leur rappellent à chaque fois que vous êtes la femme, c'est nous, on est l'homme. Donc même quand il y a un certain niveau, c'est-à-dire que quand la femme est un peu plus élevée professionnellement qu'un homme, qu'elle doit diriger des hommes en bas, il y a des hommes qui peut-être souvent ne la respectent pas ou bien ne respectent pas ces trucs, quoi. Oui, Madame Sandrine, ça c'est une réalité et c'est notre train-train quotidien aux professionnels. Mais il faut savoir se mettre au-dessus de certaines considérations et vouloir ses pouvoirs. Et moi, je pense, le respect, ça se mérite, mais souvent, ça s'impose aussi. C'est que toi, tu as dans la tête, tu sais que tu peux égaler un homme ou voire le dépasser. Moi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu dis à ce que tu dis ce que tu penses. Hein. Parce que très, très généralement, et comme tu l'as si bien dit, même lors des réunions, il y a certains hommes qui voient très mal que les femmes participent aux prises de décisions et qu'elles émettent leur avis. Mais comme je l'ai tantôt dit, le tout se trouve au niveau de notre société. Nous sommes victimes de certains stéréotypes. Il y a belle lurette qui nous suit et il est temps qu'on s'en défait. Voilà. Ouais. D'accord. Mais je concède, je suis d'accord avec madame que les dames, elles doivent se préparer mentalement. Mais dire que les hommes refusent d'obéir aux ordres des femmes parce qu'elles sont femmes, ça je ne crois pas tellement parce qu'on a grandi avec les sœurs, on a nos mamans qui nous ont encadrés. À l'école primaire, la majorité des enseignantes, des enseignants sont des enseignantes, donc nous n'avons pas ces complexes-là. Mais par contre, elle a fait allusion à un problème qui est réel, c'est que les femmes doivent s'assumer. Quand on voit les taux d'absentéisme, c'est les femmes qu'on retrouve ça. Elles sont dans leur train-train de vie, elles sont dans leur tontine, dans leur mariage, dans leur baptême. Souvent, elles vont vous dire qu'elles ont perdu un parent. Vous n'arrivez même pas à faire la généalogie, même si vous êtes un grand spécialiste. Donc, si elles s'assumaient, elles travaillent comme les hommes, elles méritent d'avoir gagné comme les hommes. Mais puisque le monde du travail, c'est une relation marchande. Oui. Et les entreprises payent ceux qui s'investissent plus. Et si les femmes arrivent à s'investir plus, j'espère que on va résoudre ces problèmes-là. Maintenant, on demanderait à l'État d'accentuer l'éducation de la jeune fille. Parce que quand une fille est éduquée, elle deviendra une mère, une épouse, elle pourra éduquer toute la communauté. Et de dire aux femmes aussi, à partir du moment où vous prétendez d'avoir les postes des hommes, leur salaire, il faudra travailler autant qu'eux. Et je pense que madame a abordé cet aspect-là. Ok, je pense que c'est ce qui se fait de toute façon maintenant. Hein. Les femmes qui ont des responsabilités occupent les mêmes responsabilités que les hommes. Tout à fait, tout à fait. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour vos différentes interventions. Je ne sais pas si vous souhaiteriez ajouter quelque chose, sinon nous passerons aux astuces. Bon, c'est peut-être par les mots de nos anciens que je m'avais terminé en disant que la femme, c'est les astuces. C'est le savoir et c'est le pouvoir, M. Nyaradou. Et ça voudrait dire ce que ça voudrait dire. Je vous remercie. C'est entendu. Ok, d'accord. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci bien, madame. Passons maintenant aux astuces. Donc aujourd'hui, comme thème d'astuce, c'est comment réussir sa candidature spontanée. Donc, nous allons vous donner quelques points pour vous aider dans votre candidature spontanée. Donc, déjà, le premier point, c'est de vous renseigner sur l'entreprise. Donc, c'est de prendre toutes les informations avant de candidater. C'est-à-dire, avant d'envoyer votre dossier, il faut prendre toutes les informations. Le secteur d'activité de l'entreprise, à qui est-ce que je dois adresser mon dossier de candidature. Vous pouvez même aussi, très souvent, si vous n'avez pas les informations directement à partir de l'Internet sur l'entreprise, vous pouvez même appeler directement à l'entreprise. Vous allez forcément avoir soit la secrétaire ou bien quelqu'un qui va décrocher, que vous pourrez ensuite poser vos différentes questions. Donc, il est important d'avoir toutes les informations sur l'entreprise avant d'envoyer votre candidature spontanée. Et après, personnaliser votre contenu. Il ne faut pas prendre le contenu comme tout le monde. Bonjour, je suis venu envoyer ma candidature spontanée, point bas. Non, il faut personnaliser le contenu. Il faut prendre le soin de pouvoir bien appliquer cela, bien mettre les informations qu'il faut. Et le troisième point, c'est de faire preuve de créativité.
Déjà, il faut faire preuve de créativité non seulement dans la lettre de motivation, sur votre CV également, et aussi dans le contenu même de l'email. Ça, c'est pour ceux qui envoient les informations, leur dossier de candidature par Internet. Donc, il faut faire preuve de créativité, c'est très important. Et ensuite, le quatrième point, c'est de définir un objet de mail clair et concis. Il faut prendre le soin d'avoir déjà un objet. Pourquoi est-ce que vous voulez envoyer votre dossier de candidature? Quel poste vous visez dans la structure? Donc, il est très important que l'employeur sache ce que vous recherchez exactement. Après, rédiger un contenu court et accrocheur. Il faut que ce soit court, mais il faut que ce soit aussi accrocheur. Quand on lit automatiquement, on se dit que cette personne, on peut recruter cette personne pour notre structure. Cette personne peut apporter quelque chose à notre structure. Donc, voici en quelques points, on voudrait vous souhaiter aujourd'hui. Vous proposez aujourd'hui, pour réussir votre candidature spontanée. Je ne sais pas si, comme le consultant RH est sur le plateau, je ne sais pas s'il a des points à ajouter par rapport à ça. C'est que si l'emploi ne vient pas à vous, allez-y vers l'emploi. Et ça conclut ce que vous venez de dire. D'accord. Ouais. Madame Koulibaly? Oui. Est-ce que vous avez quelques points à ajouter pour les candidats qui veulent faire la candidature spontanée? Bon, je pense que l'essentiel a été dit. Mais très souvent, ce que je dis aux demandeurs d'emploi, un poste est toujours ciblé. Parce que les demandeurs d'emploi se permettent de concevoir les mêmes documents et pour des postes différents et qu'ils déposent à tort et à travers. Si c'est une entreprise qui évolue dans le marketing, moi je pense que les expériences que vous avez en santé, si vous les mettez là, dans ce CV, cela voudrait dire que ça ne va pas intéresser l'entreprise. Donc les candidats, oui pour les candidatures spontanées, mais il faudra cibler les différents domaines. Oui, voilà. D'accord. Okay, donc ça veut dire s'adapter ou périr. Oui. C'est ça. Oui. Ouais. Ok. D'accord. Donc on a fini. Maintenant, je souhaiterais vraiment que vous donniez chacun, chers invités, un conseil qui peut vraiment aider les candidats à la recherche d'emploi aujourd'hui. Ce n'est pas toujours l'occasion de le faire aujourd'hui. Je pense qu'ils ont 2 consultants RH, DRH et consultants RH. Donc, si vous pouvez donner quelques conseils vraiment pour aider les jeunes à la recherche d'emploi, qui très souvent posent les mêmes questions, mais je pense que ça serait bien, ça pourrait les aider. Je ne sais pas si je vais commencer par Mme Koulibaly. Honneur aux femmes. Ok. Ok, Madame Sandrine. Par rapport aux chercheurs d'emploi, s'il y a un problème vraiment criard actuellement dans notre pays, est qu'on a beaucoup de chercheurs d'emploi, mais les diplômes ne riment pas avec les emplois cherchés. Et les gens ne voudraient pas se reconvertir. Ça, c'est le premier conseil. Le second conseil est que tout le monde ne peut pas être un bureaucrate. Les gens sont beaucoup plus intéressés par les postes bureaucrates. Les postes techniques, ça ne les intéresse pas tellement. Alors qu'on peut bel et bien gagner sa vie dans les postes techniques. Et si tu n'as pas la chance d'être recruté par une entreprise ou bien par une structure quelconque, si tu détiens une certaine technicité, ça peut t'aider à créer ta petite boîte. Maintenant, il y a le diplôme, il y a les connaissances. Très généralement, au Mali, les gens se tapent la poitrine pour dire que j'ai tel diplôme, mais ça c'est le diplôme et le niveau et les compétences. Est-ce que tu les as? Et puis quand tu finis les études, il ne faut pas croiser les bras, il faut lire. On est beaucoup plus orienté actuellement vers les réseaux sociaux. Il faut reconnaître que c'est vraiment un handicap pour le niveau des jeunes. Oui. D'accord, merci beaucoup. Donc je suis d'accord avec madame, on l'a dit ici lors de la première émission, c'est que les jeunes ils doivent se reconvertir. Si vous avez fait un diplôme académique, malheureusement la plupart des diplômes académiques que l'université et les écoles fournissent aujourd'hui ne nous servent qu'à nous inscrire pour avoir des diplômes professionnels. C'est malheureux, mais c'est ce constat. Une fois que vous constatez que votre diplôme n'arrive pas à vous donner quelque chose, il faut vous reconvertir. Il faut vous préparer. Et ce que la plupart des chercheurs d'emploi oublient, c'est que la recherche d'emploi est un emploi à plein temps.
la même façon on a préparé les bacs, la maîtrise, c'est de cette même façon qu'on doit préparer aussi sa recherche d'emploi. Parce que la recherche d'emploi devient l'examen le plus compliqué. Ça devient l'examen qui va boucler tous les examens. Donc on doit les prendre au sérieux. C'est préparer, savoir ce qu'on veut. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Niang. Merci bien. Ok, donc nous sommes à la fin de l'émission. Chers invités et chers téléspectateurs, pardon, nous espérons que vous avez pris bon conseil de nos deux experts RH qui sont sur le plateau. Nous rappelons que l'émission a été préparée par Mali Bara et présentée par Mali Bara. Nous remercions Madame Coulibaly Dadji d'avoir accepté notre invitation à venir présenter avec nous ce numéro de Mag Emploi. Merci pour vos différentes réponses, les questions et tout ce que vous avez donné comme argumentaire. Merci à vous. Ok, merci beaucoup, madame. Merci C'est fait un plaisir. Merci, monsieur Niangadon. C'est vrai que vous êtes pressé de me remercier, mais merci. Merci bien. C'est sûr qu'on vous aura encore une troisième fois sur le plateau de Mag Emploi. Inch'Allah, sans souci. Je resterai tout disponible. D'accord. Madame Gadji, on aura l'occasion sûrement de vous avoir encore une autre fois pour parler d'un autre sujet encore sur l'emploi. Oui. Merci beaucoup. Merci à la régie. Merci à tous. Et nous rappelons que Mag Emploi, c'est l'émission des chercheurs d'emploi, c'est l'émission des employeurs, c'est l'émission qui devrait être suivie par tous pour pouvoir permettre de pouvoir réduire l'employabilité, surtout les problèmes, de résoudre aussi les problèmes de l'employabilité au Mali. Donc, nous vous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien. Mag Emploi.